Il est irrésistible. Tellement irrésistible qu'il en est souvent addictif pour beaucoup d'entre nous. Tous les vendredis, vous venez? Pratiquement. Mais alors vous êtes totalement accro. Ça, c'est moi. En Belgique, il met tout le monde d'accord. C'est dans notre ADN. On est belge, quoi. Il n'y a pas de moment où on mange du chocolat tous les jours. Si on vous dit demain, il n'y a plus de chocolat? On en trouvera. Dans ce bar à chocolat, il en devient même érotique. Quand vous mettez le chocolat en bouche, il n'y a plus rien qui compte. C'est indéfinissable. Ça fond dans la bouche. Et là, vous dites, c'est juste bien. On en reprend une deuxième. C'est presque un orgasme. C'est ce que je disais à ma voisine. Oui. C'est un péché? Pas du tout. Alors sans surprise, même nous n'y résistons pas. C'est un métier formidable. C'est ça. Philippe Baudard est à l'origine du concept. Un bar où l'on déguste une sélection des meilleurs chocolats du pays. Vous avez ouvert il n'y a pas longtemps ici? Ça fait 1 an et demi déjà. Heureusement, la clientèle est fidèle, ils accrochent beaucoup au concept. Ça se permet quand même de tenir, on va dire. Donc c'est une bonne nouvelle. Si Philippe parle de tenir le coup, c'est parce que le prix du cacao, ingrédient principal du chocolat, ne cesse d'augmenter. Les prix sont devenus beaucoup trop élevés. Donc ça, c'est un peu le côté néfaste de ce qui se passe pour le moment. C'est que voilà, on pourra peut-être moins toucher tout le monde parce qu'on va devoir augmenter nos prix et atteindre des prix qui sont pas accessibles à tout le monde, malheureusement, quoi. Le chocolat qui coule dans cette fontaine et dans nos veines sera-t-il bientôt inaccessible ? Pendant 2 mois, nous sommes remontés à la source du chocolat. Le compte a fait divisé par 5. Donc vous subissez le réchauffement climatique de Oui, plein fouet? de plein fouet en tout cas, à 100 à l'heure même. Selon les prévisions des climatologues, la production mondiale de cacao serait désormais menacée de pénurie à répétition. Le chocolat va devenir un produit de luxe. Demandez à un Belge de vivre sans chocolat, c'est impossible. Manger du chocolat, mais à quel prix ? C'est la question que nous nous sommes posée tout au long de cette enquête. La prime qui est donnée ne permet pas aux producteurs d'être heureux avec le travail qui est demandé. Si c'était pour refaire du cacao pour vivre, je ne le ferais pas. Ce qu'on achète, c'est en partie de la publicité, du marketing, et c'est pas que ce qu'il y a à l'intérieur. Chaque année, nous en mangeons en moyenne 7 kilos, en chocolat certifié durable, dont les labels respecteraient les hommes et l'environnement. Tout le cacao de Côte d'Ivoire qui va rentrer en Europe, ça sera du cacao propre. Ce qu'on vient de voir là, qui est illégal, va finir dans une coopérative à un moment. La promesse d'un cacao durable et d'un chocolat bon marché est-elle encore réaliste ? Si c'était simple comme bonjour, je peux vous garantir, on donnerait un coup de téléphone, on se mettrait tous d'accord et on avancerait. Aurons-nous encore du chocolat ? Et à quel prix ? Notre enquête commence ici, au port d'Anvers, dans le plus grand entrepôt de cacao au monde. 35 000 mètres carrés, 50 000 tonnes de fèves de cacao, la base de notre chocolat. Pendant des dizaines d'années, il coûtait environ 2 300 € la tonne. Mais en l'espace de quelques mois, son prix a explosé. 11 500 € la tonne. C'est 5 fois plus. Le stock de cacao que l'on trouve dans cet entrepôt vaut désormais un demi-milliard d'euros, un record historique. Mais que s'est-il passé ? Comment expliquer une telle hausse en si peu de temps ? Pour le savoir, on rencontre Michel Baudouin, professeur d'agroéconomie à l'Université de Liège, spécialiste de la filière, de ce qui l'influence. Il insiste sur une chose. Pour comprendre le prix du chocolat, il faut d'abord connaître le marché du cacao. Une des caractéristiques, c'est que l'offre, donc la production de cacao, est concentrée sur 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et donc à eux deux, ils font plus de 60% du marché, ce qui est très concentré. Ils sont dans le même environnement géographique, dans les mêmes écosystèmes et dans le même changement climatique, qui est aujourd'hui irréversible. On peut avoir la maladie du cacaoyer qui tombe sur la Côte d'Ivoire et qui infecte le verger. On ne le souhaite pas, mais quand on a des concentrations importantes d'un seul produit sur un pays, le risque, il est là.
Pour comprendre ce risque, on récapitule. Le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent quasi tout le cacao mondial. Une pénurie dans cette zone et c'est toute la filière qui est en crise. À commencer par les 3 multinationales qui en font du chocolat de couverture, base de travail pour les artisans et les grandes marques. Parmi elles, Barry Callebaut, géant belgo-suisse qui possède la plus grande usine de chocolat au monde, chez nous, en Flandre. Ici, les fèves sont broyées, mélangées à du sucre, du beurre de cacao et transformées en différentes gammes de chocolat. Barry Callebaut transforme 1/3 de la production mondiale de cacao. C'est un acteur qui pèse lourd. Et comme ses concurrents, l'industriel est frappé de plein fouet par la pénurie. En pleine restructuration, 2500 emplois y seraient menacés. On aurait voulu en parler lors d'une interview, mais personne n'accepte de nous répondre face caméra. Ce qui est sûr, c'est que la multinationale doit désormais réduire ses coûts et augmenter ses prix. Parmi ses clients, Harry Cadeny, élu meilleur chocolatier de Wallonie au prestigieux concours Goemio en 2020. Il achète entre autres du chocolat haut de gamme chez Barry Callebaut. Donc là, c'est une de vos spécialités, ça. C'est ça. Donc ici, notre caramel beurre salé, c'est notre praline au chocolat lait la plus vendue, celle que les clients font beaucoup de route pour venir goûter. Et donc l'idée, c'est qu'il soit justement coulant et pas dur à l'intérieur. Ah oui. Donc, ce que vous achetez, vous, c'est ce qu'on appelle les couvertures de chocolat, c'est ça? C'est ça. Les couvertures, mais également les origines, ce qui nous permet de faire nos ganaches. Ça ressemble à quoi, en fait? Et ben justement, ça ressemble à ceci, ce sont des drops. Des drops? C'est ça. Donc on a des gouttes de chocolat. Des petites gouttes de chocolat. Ici, on a des petites pour une fonte plus rapide. Donc sans ça, vous ne pouvez pas travailler, en fait? Non. Alors d'aujourd'hui, je ne peux pas travailler sans mes fournisseurs de chocolat. D'où le stock incroyable qu'on voit ici, c'est plein à craquer en fait. C'est ça. J'ai commandé 6 tonnes sans aucune hésitation. Pourquoi vous avez dû faire des stocks? Parce que le marché explose. On n'est pas sur une petite crise où on a une augmentation d'1 euro ou 1,50 € le kilo. On est sur des augmentations de 10-12 € le kilo. Et ça, c'est pour ça qu'on ne dort pas bien en ce moment. Parce que voilà, c'est le métier qui est mis en péril. Soit on va avoir des prix qui explosent. Et à ce moment-là, le chocolat va devenir un produit de luxe en Belgique et ça va être une catastrophe. Soit on a plein de petits chocolatiers qui vont disparaître et on n'aura plus beaucoup d'artisans, on aura des industriels qui peuvent négocier les prix. Combien de temps vous pouvez tenir comme ça avec ce stock-là? On va gérer nos stocks jusque Pâques et puis on verra quoi. En Zouglou, ça réussit toujours. Pour comprendre cette crise, il faut remonter à la source, en Côte d'Ivoire, le plus grand producteur de cacao au monde. Ici, il fait vivre 1 habitant sur 5. Le pays produit 43% de l'offre mondiale. Si vous mangez du chocolat, le cacao qu'il contient a probablement poussé ici, dans ces petites plantations familiales. À notre arrivée, les cacaoculteurs souhaitent nous montrer l'état de leur culture. Désormais, les arbres subissent une succession de pluies et de sécheresses extrêmes. Séraphin Seka est planteur depuis 30 ans. Il n'avait jamais vu ça. L'année passée, il faut dire que, compte tenu de la pluviométrie assez élevée, il y a eu beaucoup de pourriture. Donc la production était très faible. L'année passée, vraiment, beaucoup de producteurs même ont été endettés. Même ceux qui ont mis l'engrais n'ont pas eu de production parce que tout est pourri. La récolte a été divisée par 5. La production, par 5. Quand il pleut trop, on a ce genre de cabosse. C'est complètement pourri. Ça, c'est la pourriture brune. Et on ne sait rien faire avec ça? On ne peut rien faire avec ça, parce que ce n'est pas mature. Donc vous subissez le réchauffement climatique, le changement climatique de oui, plein fouet? De plein fouet en tout cas, à 100 à l'heure même. Et ce n'est pas tout. En plus de la quantité, le climat altère aussi la qualité des fèves. Nous arrivons en pleine étape du cabossage, celle qui consiste à extraire la fève de la cabosse avant de la faire fermenter. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la cabosse? Ouais. C'est très sucré, hein? Ouais. C'est ça. C'est quoi l'étape ici? Ici, on fait la fermentation. Si on échoue, ça ne sert plus à rien. Mais ça sert à quoi la fermentation? Ça sert à maximiser le goût, à ressortir le parfum chocolat.
Est-ce que vous voyez une différence, par exemple l'année passée, on parle de réchauffement climatique, vous voyez une différence dans la qualité de la fève, de la fermentation? Lorsqu'il ne pleut pas beaucoup, vous avez les fèves de petite forme et vraiment c'est comme ça. Ah oui. Vous voyez, non? Donc vous avez non seulement la quantité à cause des pluies, vous perdez des cabosses qui pourrissent, mais quand il fait trop chaud, vous avez des petites fèves. Des petites fèves. Donc, et c'est pas bon. En 2024, la Côte d'Ivoire a perdu près de 40% de ses récoltes. Et on l'a vu, le prix du cacao a explosé. Pourtant, les planteurs ne gagnent pas plus d'argent. 80% d'entre eux vivent encore sous le seuil de pauvreté. Avec seulement 1 euro par jour, les soins de santé, un toit décent ou l'école deviennent un luxe inaccessible. Si les planteurs ne sont pas plus riches, c'est parce qu'ici, ils ne fixent pas eux-mêmes le prix de vente. Le cacao est tellement stratégique pour l'économie du pays qu'il existe un régulateur, le Conseil Café-Cacao. On le dit plus puissant que le ministère de l'Agriculture. C'est lui qui négocie chaque année avec les multinationales. Le Conseil verse aux planteurs 60% et prélève 40% pour les caisses de l'État. Est-ce que vous comprenez que les planteurs puissent être frustrés alors de ne pas profiter de cette inflation? Les prix que vous voyez, ce sont des prix du moment. Mais qui sait si dans 3 mois ou même dans 2 mois, si le prix sera à ce niveau. C'est en cela que c'est intéressant de continuer à faire ce que nous faisons et à protéger le planteur. Face à un marché boursier très instable, le Conseil reste donc prudent. La hausse des prix ne profiterait donc pas aux planteurs. Alors, il reste les coopératives. En faire partie permet d'améliorer un peu leurs conditions de vie. Vous avez combien de planteurs et vous faites quoi comme volume, vous, en général? Bon, nous avons 1500 planteurs. Nous faisons autour de 3000 tonnes de cacao. Voilà. Le principe est simple. La coopérative vend le cacao au prix officiel fixé par l'État et tente ensuite de se dégager quelques bénéfices grâce aux certifications. Si les planteurs respectent de bonnes pratiques, sans travail des enfants, pour une forêt et un cacao durable, alors ils perçoivent une prime. Je vois ici Coca Horizon, Rainforest Alliance. À quel point c'est important d'avoir une certification quand on est une coopérative? Ah oui, aujourd'hui, avec tous les phénomènes dans le cacao, si tu n'as pas de certification, c'est difficile de vendre ton cacao. Voilà, parce que la certification nous permet d'avoir une certaine traçabilité du cacao. C'est ce qu'il faut pour pouvoir vendre le cacao aujourd'hui. La certification, le label, c'est une prime pour le planteur et c'est une belle image pour la multinationale. Tout le monde semble donc gagnant. Enfin, c'est ce que nous pensions avant d'entrer dans les détails. Si vous avez une certification Rainforest Alliance, oui. Qui la finance? La certification est prise en charge par la coopérative. Donc c'est des frais en plus pour la coopérative? Oui, c'est des frais en plus pour la coopérative. Pour respecter les exigences des certifications, la coopérative doit investir dans des outils, des engrais, des produits durables, des formations aux bonnes pratiques, etc. A priori, la prime devrait couvrir ces frais, mais en réalité... Vu les exigences de la certification, vu ce que la certification demande, la prime qui est donnée là, ne peut pas couvrir les charges, ne permet pas aux producteurs d'être heureux avec le travail qui est demandé. Être certifié, cela coûterait donc plus que cela ne rapporte. Faisons le calcul. À l'heure actuelle, la coopérative achète le cacao 2,76 €. Elle le revend ensuite au port 2,91 €. Soit une marge de 15 centimes avec laquelle il faut encore payer le transport, le traitement, le conditionnement d'entrepôt, etc. À la fin, il lui reste 3 centimes d'euros. Sur les 3000 tonnes qui transitent ici, cela fait donc un bénéfice annuel de 60 € par planteur. Cette marge-là devrait nous permettre aussi de pouvoir mener des actions communautaires auprès des producteurs. Souscrire une assurance santé, de pouvoir supporter les charges de scolarisation des enfants, de pouvoir s'offrir un toit décent. Mais parfois, les charges de certification sont tellement élevées que nous sommes obligés de puiser dans cette marge-là pour pouvoir supporter les charges de certification. Normalement, la certification devait pouvoir se supporter elle-même. Comment une coopérative peut être rentable avec tout ça?
Bon, c'est très difficile. Pas mal de coopératives existent, mais celles qui arrivent à s'en sortir, on peut les compter du bout du doigt. Vous l'aurez compris, produire du cacao, cela ne rapporte pas grand-chose. Alors on fait au plus simple et au plus productif. Quand une plantation n'est plus rentable, on l'abandonne et on plante plus loin. Résultat, en 20 ans, 2,5 millions d'hectares de forêt ont été rasés. Ces arbres blancs en sont les vestiges, remplacés par des plantations de cacao. Voilà pourquoi l'État ivoirien a décidé de protéger la forêt autour de ce village, interdiction désormais d'y planter de nouveaux cacaoyers. Quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, ça ressemblait à quoi? C'était de la forêt dense, forêt primaire. Tout c'était de la forêt. C'était de la forêt, comme on s'imagine, une forêt où on ne peut pas pénétrer. On peut pas pénétrer même. On avait des éléphants qui arrivaient au village. Avant, les éléphants arrivaient au village. Maintenant, ça c'est fini. L'éléphant, emblème de la Côte d'Ivoire, est dans cette publicité d'une marque de chocolat que nous connaissons bien. L'éléphant serait aujourd'hui en voie d'extinction dans le pays. Tout un symbole. La forêt régule aussi l'humidité et la température. Son rôle est donc crucial pour lutter contre les dérèglements climatiques et limiter des pénuries de cacao à répétition. On sent déjà une différence de température. Voilà. Et puis les arbres sont beaucoup plus grands. Nous nous enfonçons dans la forêt protégée. Mais après quelques minutes, deux motos chargées de sacs de cacao surgissent en sens inverse. Ce qui cloche, c'est que ces motos viennent du cœur de la forêt protégée. A priori, ces deux adolescents transportent donc une cargaison totalement illégale. C'est qui ces gens-là? Là, on est dans une forêt classée. forêt classée. Ce sont des ramasseurs, des pisteurs. Ça, c'est des ramasseurs pour les pisteurs? Oui, pour les pisteurs. Donc là, le cacao, c'est du cacao légal ou du cacao non légal. Du cacao légal. Ce sont des forêts classées. Normalement, on ne devrait pas voir ce genre de choses ici. Pas du tout. On ne devrait pas voir ça. Nous apprenons l'existence d'un acteur clé du trafic. Ces deux transporteurs vont livrer leurs marchandises aux pisteurs, une sorte d'intermédiaire, un commerçant indépendant qui n'a aucun compte à rendre sur l'origine des sacs qui les coulent. Donc les pisteurs, ils peuvent venir vous chercher du cacao chez vous, mais aussi ici dans la forêt classée. Mais ils le font puisqu'il n'y a pas de contrôle. Ce qu'on vient de voir là, qui est illégal, va finir dans une coopérative à un moment. Forcé. Et va devenir légal. Légal. On pourrait dire du blanchiment de cacao. N'est-ce pas? Et c'est aussi simple que ça. Le cacao des planteurs illégaux se mélange souvent à celui des habitants du village, qui, eux, respectent les règles. Mais ici, on ne peut rien y faire. Séraphin laisse les deux motos repartir, car s'opposer aux trafiquants, c'est risquer sa vie. Pour le cacao, si tu veux aller en forêt pour mener un combat contre les producteurs, il peut te tuer. C'est de l'or. Il faut dire que c'est une grande frustration. Vous voyez, nous qui respectons la loi, nous qui respectons la forêt classée, nous sommes des perdants. C'est ce que l'on peut dire, nous sommes des perdants. Et ceux qui ne respectent pas, ils sont des gagnants. De retour au village, on nous indique ces petites boutiques le long de la route. Ce sont celles des pisteurs. C'est ici que finissent les sacs issus du trafic. Mais c'est aussi ici que transitent ceux des planteurs du village vers les coopératives. Sur ces bâches, le cacao est étalé sous prétexte de le sécher un peu plus. En voyant cela, on comprend à quel point il est facile de mélanger cacao légal et illégal. L'un des pisteurs nous accueille dans sa boutique et sans surprise, il nous affirme qu'ici, tout est réglementaire. Ça va bien? On travaille pour la télévision, je peux vous poser une question? Ici, le cacao là, qui sèche, il vient d'où? Ça vient de la zone de Mébifon. De la zone de Mébifon, mais dans Mébifon, il y a une zone où on peut faire du cacao et une zone qui est forêt classée. Oui, vous savez si vous prenez de la forêt classée aussi? Non, on ne prend pas de la forêt classée. Et alors, on a vu des jeunes qui étaient avec des sacs et des motos qui sortaient de la forêt classée. Ils vont où, eux? Moi, on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord. Mais ils s'arrêtent bien ici? Oui. Mais ils s'arrêtent chez qui? Bon, c'est ça, je ne sais pas. Ici, on a bien vu des motos sortir de la forêt protégée, mais personne ne semble savoir où elles sont allées.
On l'a compris, avec le pisteur, l'origine du cacao n'est pas garantie. Pour une coopérative, cela rend le travail compliqué, car elle n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Bon, avec les pisteurs, c'est un peu compliqué. Avec le pisteur, c'est difficile d'avoir une traçabilité parce qu'il n'a pas de données sur les producteurs avec lesquels il achète le cacao. Le pisteur lui-même, il n'y a pas de traçabilité sur lui. Sauf que la coopérative, elle, se doit de fournir un certificat de traçabilité pour tout cacao qui transite par ses entrepôts. Voilà comment du cacao issu de la déforestation peut se retrouver dans une chaîne d'approvisionnement présentée comme absolument durable. Dans cet entrepôt situé près du port d'Abidjan, on conditionne le cacao pour l'export. Ici, à partir du moment où les fèves viennent d'une coopérative, leur origine est indiscutable. Le camion vient muni du connaissement. Le connaissement, c'est un document qui identifie le camion, la provenance du produit. Donc, lorsque le camion arrive sur le pont, le connaissement il est vérifié par le Conseil Café Cacao pour s'assurer que le connaissement se trouve bien et validé dans le système du Conseil Café Cacao. Une fois cette étape vérifiée, on passe maintenant à la première pesée du camion. Donc le connaissement, c'est le document qui permet une traçabilité, de montrer que ce cacao vient de cette exploitation-là. Oui, ça vient de telle coopérative, de telle région et la localité précise. Ouais. C'est pas possible de tricher avec un système comme ça? Non, c'est pas possible de tricher. On nous montre chaque étape du contrôle. Le taux d'humidité des fèves, puis leur qualité. Un échantillon est prélevé et amené au laboratoire, puis la cargaison est lavée, épurée et reconditionnée pour l'export dans de nouveaux sacs propres. On a la provenance du produit, le pays de provenance, c'est la Côte d'Ivoire qui est mentionné dessus. Le poids théorique, 65 kg, est mentionné sur le sac et on a aussi le numéro de lot qui est mentionné sur le sac. Chaque fève qui transite dans ce genre d'entrepôt serait donc issue de cultures totalement légales et durables. Après ce que l'on a vu dans la forêt, on a des doutes. Alors, on retourne au conseil Café Cacao pour demander à son directeur comment garantir que le cacao n'est pas issu du trafic et donc de la déforestation. Nous avons recensé tous les planteurs. Nous avons recensé ces planteurs et nous connaissons les superficies. Nous connaissons le potentiel de production de chaque plantation. Si vous avez 2 hectares et que vous présentez, par exemple, on sait que vous allez produire 2 tonnes et puis vous venez présenter 3 tonnes, on sait que vous avez pris le cacao quelque part. Et ça ne marche pas dans le système. De cette manière, tout le cacao de Côte d'Ivoire est tracé. Le cacao, si quelqu'un va le planter dans une forêt classée, par exemple, et le vend à un pisteur qui lui-même vend aussi à une coopérative officielle avec un système de traçabilité, ce cacao peut être mélangé très facilement. Comment on fait pour ce genre de cas alors? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais je vais rappeler que nous avons fait le recensement des producteurs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne sont pas recensés? Ceux qui ne sont pas recensés continuent à se faire recenser. Le cacao qui ne sort pas, qui n'est pas tracé, ne rentre pas en Europe. Ici, au Conseil Café Cacao, on y croit. Grâce à son système de traçabilité, notre chocolat serait 100% durable. Bon, vous nous connaissez, on a encore un doute. Et en cherchant un peu, on trouve une étude intéressante. En 2023, des chercheurs de l'Université de Louvain se sont intéressés au trajet des fèves de cacao en Côte d'Ivoire. Et selon leurs conclusions, 55% du cacao exporté vers l'Europe serait encore impossible à tracer. Notamment à cause de l'existence de trafiquants et de pisteurs, plus de la moitié du cacao qui se trouve dans notre chocolat est d'origine inconnue. Et pourtant, le cacao durable, c'est ce que l'on nous vend en magasin. Chaque marque a un label Fairtrade, Rainforest Alliance, anti-travail des enfants, etc. Est-ce que ça rentre dans vos critères d'achat? Oui, ça rentre dans les critères d'achat, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus de greenwashing que un véritable label. Il y a parfois des labels cacao durable. Non, je ne fais pas attention à ça. Je fais un peu l'autruche.
je reconnais. Parce que voilà, il y a ma notion de plaisir qui prend un peu le dessus. Donc ouais, je fais un peu l'autruche, mais je me doute bien qu'il se passe forcément des trucs. Sinon, il n'y aurait pas des labels Fairtrade et tout ça qui seraient mis sur certaines marques. Les labels, c'est la promesse d'une meilleure rémunération pour les planteurs. Les marques s'y engagent, cela fait partie de leur stratégie marketing. Mais le marketing, ça coûte cher. Voilà ce qui ressort d'une étude sur la répartition du prix du chocolat. Sur cette tablette à 20 € le kilo, les premiers maillons de la chaîne d'approvisionnement, planteurs, transporteurs et transformateurs, touchent à peine 5 €. Au-dessus d'eux, les marques de chocolat et la grande distribution, elles, prennent quasi 15 €. C'est 3 fois plus. Conclusion de Christophe Alliot, expert en chaîne de valeur et à l'origine de cette étude, le prix du chocolat, c'est surtout du marketing. En fait, tout le problème, c'est que le prix auquel il est payé n'est pas lié au prix de nos tablettes de chocolat parce que ce qu'on achète, c'est en partie de la publicité, du marketing et c'est pas que ce qu'il y a à l'intérieur. Si on veut continuer à avoir du chocolat demain, avec le dérèglement climatique, avec des cacaoculteurs qui veulent en vivre, il faut repenser et discuter ensemble de qui gagne combien, quels sont les coûts qui sont supportés par quel maillon et comment on fait pour que tous les maillons de la chaîne puissent en vivre et pas certains au détriment des autres. Maintenant, cette chose-là, aujourd'hui, ça voudrait dire un changement très fort de tout le système et on n'y est pas. Si on comprend bien, pour changer le système, il faudrait donc répartir un peu mieux les bénéfices. Mais l'industrie du chocolat est-elle prête ? C'est la question que nous posons à Philippe de Cellier, président de l'Association royale belge de l'industrie du chocolat et directeur général de Léonidas. On pense à la société, on pense à la planète, on pense à l'être humain beaucoup plus qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas gagner de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire du profit, mais ça veut dire qu'on est concerné par notre prochain. Ça, c'est la réalité pour la plus grande partie des membres que je présente aujourd'hui. C'est les mêmes acteurs qui étaient là avant, qui nous disent que maintenant, on va changer. C'est pas les mêmes acteurs, le monde évolue. Moi, j'ai été influencé par mes enfants. J'ai évidemment évolué tout au long. Il y a 20 ans, j'aurais jamais tenu ce genre de discours comme je le tiens aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il y a une prise de conscience réelle au sein de l'industrie maintenant qui souhaite réellement lisser alors cette répartition de la valeur? En tout cas... Parce que ça, je vous coupe un peu, mais ça veut dire gagner un peu moins. Pour une entreprise dont le but c'est de faire du profit, c'est quand même difficile à avaler. Chacun de nouveau va devoir faire comme il le pense, mais en tout cas, oui, il y a une vraie conscientisation de l'industrie, qu'il faut améliorer les choses, qu'on doit être encore mieux, on est déjà bien, on doit être beaucoup mieux. Si c'était simple comme mon jeu, je peux vous garantir, on donnerait un coup de téléphone, on se mettrait tous d'accord et on avancerait. Mais le monde est imparfait. À l'heure de clore notre enquête, les nouvelles récoltes en Afrique de l'Ouest sont catastrophiques. Le dérèglement climatique scelle désormais le destin du chocolat. On s'est habitué à avoir des gens qui acceptaient d'être mal payés pour arriver à avoir des produits qui nous satisfaisaient en tant que consommateurs, accessibles à tout le monde. On vivait dans une société d'abondance où on avait complètement oublié qu'on était sur une planète finie. Est-ce qu'on va apprendre des leçons de ce qu'on est en train de vivre en ce moment? On va être appelé à l'ordre. On a l'impression en tous les cas. C'est compliqué parce que pour que eux soient payés à leur juste valeur, il faudrait que nous on paye plus cher du coup. Mais c'est vrai que pour nous ça devient dur aussi. Donc c'est un sacré dilemme. Une chose est sûre, à l'avenir, produire du chocolat devrait coûter de plus en plus cher. Reste à savoir qui en paiera le prix.